On regarde tout de suite votre sujet. C'est un reportage exclusif France 24. 1 h du matin, quelque part dans la région d'Idlib, une petite ferme isolée. C'est l'un des QG de l'armée syrienne libre. Une poignée d'hommes veille. Kassim a 20 ans. Il a déserté l'armée du régime il y a un mois. Si les blindés viennent, on les verrait là-bas. Aujourd'hui, c'est une sentinelle de l'armée libre. En face, les positions de l'armée régulière, à 3 km d'ici. Ceux qui sont ici suffisent, mais c'est mieux d'avoir du renfort. Nous appelons tous nos frères de l'armée syrienne à quitter le régime d'Assad, qui n'épargne ni les femmes, ni les enfants. Le drapeau de l'indépendance flotte sur la ville de Béniche. C'est au tour de Kamel de monter la garde. Saman, tu as entendu? Réveil au son du canon, et c'est en musique révolutionnaire que Kamel commence sa patrouille en ville. À 22 ans, ce jeune soldat a déserté l'armée régulière pour se battre contre le régime. L'armée libre défend cette ville et ses environs. Notre mission principale, c'est de protéger les civils qui manifestent tous les jours pour faire tomber le régime sanguinaire de Bachar el-Assad. Une pause pour nous montrer les traces de la dernière attaque. Les soldats du régime se sont pris directement aux civils. Depuis, la population vit sous la terreur. Cette grand-mère nous invite à voir les dégâts chez elle. Un obus est entré directement dans son salon. On était cachés à l'intérieur et les obus pleuvaient sur nous de 20 h jusqu'à 3 h du matin. Ensuite, les soldats sont entrés chez nous à la recherche d'armes, alors qu'on n'a même pas un couteau de cuisine. Malgré la peur, la population veut la chute du régime. Fin de la journée, retour au QG de l'armée syrienne libre. Kassim est toujours en faction et à l'intérieur, les hommes nettoient leurs armes. Ils sont prêts pour une nouvelle nuit de veille. Nous, l'armée libre, nous sommes prêts à protéger toute la région avec honneur et humanité. Nous n'attaquerons aucun soldat gratuitement parce qu'il est syrien. Alors que le régime traque les déserteurs, emprisonne les membres de leur famille et détruit leurs maisons. Pour le moment, l'armée syrienne libre, c'est une poignée d'hommes déterminés. Mais ces soldats déserteurs n'ont que des kalachnikovs pour se défendre contre les chars et les hélicoptères du régime. Ces résistants souhaiteraient l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne, mais ne veulent pas d'une intervention militaire étrangère. Ils ne veulent pas d'une intervention militaire étrangère. Karima Kiki, c'est la dernière phrase de votre reportage. Ce dont ne veut pas non plus Haitham Mana, vous nous avez expliqué pourquoi il y a quelques minutes. Vous estimez qu'il ne faut pas détruire l'État syrien, si je vous ai bien entendu. Bernard... Je peux dire oui 2 remarques sur le film. L'armée libre est un concept qui couvre un ensemble des gens armés. Il n'est pas centralisé. Il est dans une situation de décentralisation totale sur l'ensemble des territoires syriens et il regroupe des volontaires à côté des déserteurs. Ce n'est pas uniquement des déserteurs, 2 tiers, on estime à 2 tiers les non-déserteurs et on estime aussi la coloration politique des volontaires à un seul courant politique islamiste. Si on prend la ville de Homs, par exemple, on a dans les 2 quartiers assiégés maintenant 3 courants essentiels. Les salafites affichés, comme si on est... Mais là, vous dénoncez en d'autres termes. Non, je ne dénonce pas, je décris une situation pour faire peur aux gens, pour trouver une solution. Moi, j'ai peur de la guerre civile. Mais ces gens se battent pour... J'ai peur de la guerre civile dans mon pays.
Je ne veux pas de guerre civile en Syrie. C'est pour ça que je décris exactement la situation pour éviter qu'on va glisser dans une guerre civile avec des slogans parfois qui ne reflètent pas la réalité. Quand on dit il y a groupe salafite, il y a groupe confessionnel, il y a groupe des nationalistes libéraux, ce n'est pas des groupes homogènes, c'est des groupes hétérogènes. Il y a des héros et il y a aussi des criminels parmi eux. Alors il faut étudier la sociologie réelle de l'armée libre, de tout ce qu'on appelle armée libre, pour répondre à un phénomène qui peut militariser la révolution syrienne. En tout cas, eux parlent de la légitimité du terrain, monsieur. Ils nous disent, nous ne voulons pas d'une institution. On parlait du Conseil syrien qui est basé à l'étranger, on parlait de tous les représentants syriens. Je leur ai posé la question directement, est-ce que vous vous sentez représenté? Ils nous disent non, c'est nous qui avons libéré notre pays. Vous voyez bien où on va. En Libye, j'étais en Libye, on a eu ce même raisonnement. Certainement, monsieur. Donc c'est déjà trop tard. C'est pour ça que je vous dis une chose. Oui. Vous parlez des émirs de guerre qui réclament leur place naturelle. Parce qu'eux, ils vous disent, nous, on a libéré ce village. Les autres n'ont rien fait. Et après 3 mois, il y aura des armées à la place de l'armée. Un dictateur militaire à la place d'un dictateur militaire. Oui. La situation que vous redoutez, elle est déjà en place. C'est transformer la révolution en guerre civile. Jean-Paul Chagnoulot, est-ce qu'il y a aujourd'hui un réel risque de guerre civile aujourd'hui en Syrie? Et puis quand on entend Eitam Mana, et on a eu d'autres opposants syriens sur le plateau, on voit aussi que cette opposition syrienne est très divisée aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas aussi le gros problème aujourd'hui dans ce dossier syrien? C'est un des gros problèmes. Parce que je crois qu'effectivement, moi je connais bien les amis qui dirigent le CNS et Basma Komadi, Bourhan Ralioun. Et Bourhan Ralioun, je connais leurs positions, je connais aussi les positions d'Eitam Mana et puis de quelques autres. Et moi, ce qui m'inquiète pour eux, c'est effectivement qu'ils sont divisés et sur des lignes qui sont tout de même assez opposées. Et puis ils sont dans une position extrêmement périphérique. En plus, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, ils sont, c'est des universitaires, alors j'ai rien contre les universitaires, mais je veux dire, c'est des gens qui n'ont pas une expérience politique très forte, même si certains sont des militants depuis longtemps, bien entendu. Donc c'est vrai, c'est une fragilité multiple. Quant à la guerre civile, il suffit d'écouter et de voir pour se rendre compte que nous ne sommes pas très loin de risques de guerre civile, parce que la question n'est pas de savoir si on a une vision de la Syrie comme étant un ensemble multiconfessionnel. Ce qui est important, c'est ce que les gens pensent, c'est l'imaginaire, et l'imaginaire fonctionnera forcément par des amalgames. Bien entendu, le pouvoir aujourd'hui n'est pas le pouvoir des Alaouites. C'est un fragment. C'est un fragment des Alaouites. C'est beaucoup plus complexe. Il y a des alliances multiples. On pourrait en faire assez facilement presque un schéma. Plus on descend dans le système, plus il y a des alliances. Puis quand on remonte vers le noyau dur, on est sur des Alaouites et des clans. Mais dans l'imaginaire, effectivement, on a le sentiment que les éléments confessionnels sont très forts et que ça peut évidemment être instrumentalisé par les uns et par les autres. Donc dans les reportages, vous avez dit à un moment donné, la population veut. Mais le problème, c'est que la population est un concept qui n'existe pas. Il n'y a pas une population, il y a des fragments de population. Il y a une situation très compliquée. À Damas, je connais bien un diplomate qui en venait, qui m'a raconté que on prenait le thé à Damas, dans certains quartiers, tranquillement, sachant bien qu'il y avait des choses terribles à quelques kilomètres. Je veux dire par là qu'il y a des segments importants de la population qui soutiennent aujourd'hui encore le régime, de même que sur le plan international, il y a des pays, et pas les moindres, qui soutiennent le régime. Donc on est dans une situation très complexe. Dernier mot, la violence. Il est absolument essentiel d'éviter la violence. Et là-dessus, je crois que les uns et les autres, s'il y a un point sur lequel l'ensemble des opposants sont d'accord, c'est bien ça, il ne faut pas la violence. Seulement, on veut la refuser, mais à mon avis, elle est incontournable. Et je ne pense pas que ce régime soit capable de faire quoi que ce soit s'il n'y a pas un rapport de force. Et ça passe quelque part par la violence, étant entendu que s'il y a de la violence, ils vont rajouter encore de la répression, ils vont pouvoir lâcher encore davantage leurs services de sécurité avec la barbarie qu'on a déjà vue ces prochains jours et qu'on pourrait encore voir développer. Donc on est dans des contradictions terribles. Il faudrait l'unité, il n'y en a pas. Il ne faudrait pas de violence, et il y en a forcément. Et en plus, donc, dans une situation aussi complexe, le régime a encore malheureusement, je crois, des cartes à jouer. Et donc le seul espoir, on en revient au début de notre discussion, c'est évidemment le Conseil de sécurité. J'insiste sur le mot parce que on sait très bien qu'on se dirige vendredi, qu'il y a très peu de chances. Même si Bernard Valero nous laisse encore l'espoir qu'il y a
qu'il y ait, qu'il y ait peut-être encore une chance que la Russie s'abstienne. Le nouveau facteur, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement que c'est un plan porté non pas par l'Occident, mais par la Ligue arabe. Par la Ligue arabe. Bon, alors, il y a des mots à éviter, effectivement. Par exemple, le mot zone d'exclusion aérienne, ça renvoie tout de suite à la résolution en 1973 avec la Libye. Donc, mais bon, je pense qu'il y a une petite chance. Mais franchement, cette fenêtre d'opportunité, chacun sait bien ici qu'elle est extrêmement faible, extrêmement fragile. Alors justement, Bernard mais je ne Valero... l'exclus pas complètement. Voilà. Ah, vous ne l'excluez pas complètement? Non, parce que je me dis qu'il y a des dialectiques. Vous savez, à un moment donné, dans des situations comme celle-là, il y a quelquefois des dialectiques le momentum, comme disent les diplomates, que peut-être ça peut passer. Mais bon, la probabilité est faible, c'est clair. Alors justement, Bernard Valero, si cette résolution n'est pas adoptée en fin de semaine au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peuvent faire les Occidentaux? Que peut faire la Ligue arabe? Quelle sera la prochaine étape? Écoutez, parlons d'abord de l'étape d'aujourd'hui. Elle est importante. Oui, mais l'étape d'aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, Bernard Valero. On sait qu'Alain Juppé va aller faire son discours au Conseil de sécurité. Oui. On en connaît à peu près l'issue en fin de semaine, même si les uns et les autres... On n'est pas sûr, on a encore une toute petite fenêtre de tir. La diplomatie, c'est un exercice de patience et de responsabilité. De patience d'abord parce qu'il ne faut jamais dire jamais, premièrement. Deuxièmement, il ne faut jamais se résigner à l'échec, autrement on ne ferait pas ce travail, on ferait autre chose. Et troisièmement... Mais il faut peut-être penser aussi au coup d'après. Jamais se résigner à la fatalité de l'impasse, de l'échec, etc. C'est la raison pour laquelle la France, notamment, enfin, je peux payer pour en parler, est déterminée et n'a pas lâché son attention une seconde depuis le début du drame en Syrie. Donc c'est la raison pour laquelle Alain Juppé est à New York aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on est mobilisé depuis le début et c'est la raison pour laquelle on va continuer à travailler dans cette direction. Alors effectivement, il y a des divisions, il y a de la violence, mais précisément c'est sur la violence que nous concentrons notre effort, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour l'arrêter. C'est absolument essentiel. On a les ingrédients en plus sur la table. Est-ce que le régime Bernard Valero est en train de s'affaiblir aujourd'hui? On a vu qu'il y a eu des affrontements, notamment dans la banlieue de Damas. Il y a eu également des affrontements à Alep, qui est la deuxième ville du pays, ce qu'on n'avait pas vu durant les mois précédents. Est-ce que le régime commence là un peu à s'essouffler? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Le régime s'essouffle sur plusieurs plans. D'abord sur le plan politique, parce que malgré la répression, les manifestants syriens continuent à descendre dans la rue. C'est quand même un échec politique majeur pour le régime, premièrement. Un échec également en matière de rapport de force, parce que cet usage massif de la violence n'a pas réduit la résistance de ceux qui demandent de la démocratie en Syrie. Deuxième échec. Troisième difficulté sur le plan économique, parce que derrière tout ça, il y a quand même des sanctions qui sont à l'œuvre et qui commencent à grignoter, à affaiblir l'assise financière du régime syrien. Et puis, quatrième problème pour le régime de Damas, c'est son isolement diplomatique croissant, en particulier vis-à-vis des pays de la région et vis-à-vis de la Ligue arabe. Tout ce que fait la Ligue arabe actuellement est un désaveu de la politique de Bachar el-Assad. Donc, on verra là qu'il y aura quand même le changement de présidence du Conseil de la Ligue arabe. Pour l'instant, c'était le Qatar. On sait qu'il est un allié des États-Unis. Après, ce sera l'Irak. L'Irak est plutôt proche de l'Iran. Il y aura peut-être aussi là un mouvement de balancier dans l'autre sens. Karima Kiki, je voudrais que je donnerai ensuite la parole à Jean-Paul Chagnolot. Sur le terrain, est-ce que vous avez ce sentiment justement que le régime aujourd'hui s'essouffle? Est-ce que vous avez pu le voir? Est-ce que vous avez le sentiment que l'armée syrienne libre est mieux organisée aujourd'hui, qu'il commence à y avoir un petit étranglement du régime ou... Moi non, honnêtement dans la région de Jabal Zawiya et d'Idlib où j'étais, j'ai pas cette impression-là. J'ai vu surtout un maillage, un quadrillage du terrain très bien fait. La situation géographique était simple. Il y a le Jabal Zawiya qui constituait le front, Idlib et sa région, et la ville de Béniche où nous étions. Ces villes-là sont entourées par l'armée, et l'armée est là en permanence. L'armée libre syrienne nous a dit que Béniche était une ville libérée, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant une ville libérée? Ça veut dire une ville assiégée. À l'intérieur, ils peuvent se déplacer assez librement, mais à l'extérieur, sortir de la ville est impossible pour eux. Aller rejoindre, faire 10 km, c'est impossible, parce qu'ils se font arrêter tout de suite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et je rapporte ce qu'ont m'ont dit les Syriens, ils pensent à une stratégie du régime. Laissons faire les choses pour faire augmenter les violences et légitimer une violence encore supérieure par la suite. Jean-Paul Chagnolot, est-ce que le président Assad perd le contrôle un peu du pays? Il y a deux choses. D'abord, est-ce qu'il le perd vraiment, mais est-ce qu'il pense qu'il le perd?
Et je pense sur le deuxième point qu'il ne doit pas penser cela. C'est vraiment un système assez autiste. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer indirectement un certain nombre de gens qui ne sont pas loin du régime. Et ils comparaient la situation aujourd'hui, qui pourtant n'a rien à voir, avec la situation de 2005, 2006, 2007, c'est-à-dire au moment où la Syrie était vraiment au banc des nations. Et le président Assad s'est retrouvé le 14 juillet 2008 à Paris. Et donc a retrouvé, c'est pas une critique, hein, c'est juste dire, il s'est retrouvé en plein cœur des choses. Et ils ont ça en tête. Ils ajoutent qu'en 2012, il y a 2 élections majeures aux États-Unis et en France. Et par conséquent, ils vont essayer de jouer la montre, c'est clair, ils attendent, bien sûr. Donc, ils comptent sur des alliés. Quand on dit qu'ils sont isolés, c'est vite dit, parce que la Russie est là, la Chine, un certain nombre de pays comme l'Inde, l'Irak, qui va bientôt prendre... Ils ne sont pas si isolés que ça, qui va prendre la présidence du Conseil de la Ligue arabe. Il ne faut pas oublier l'Iran, il ne faut pas oublier le Hezbollah, il ne faut pas oublier le Liban, qui ne doit pas faire grand-chose. d'un isolement Donc, en fait, diplomatique. les cartes de ce régime sont encore là, du moins, en tout cas, c'est ce qu'il peut penser. Et donc, c'est pour ça que la situation me paraît extrêmement difficile. D'où l'importance, encore une fois, de cette étape qui n'est quand même pas déjà dépassée. Espérons qu'il se passera quelque chose dans les prochains jours aux Nations Unies. Bernard Valéron nous a dit qu'il y avait un petit espoir. Haitham Mana, le mot de la fin pour vous. Est-ce que vous pensez que le président Assad commence à perdre un peu le contrôle du pays, ou vous pensez que pour l'instant, eh bien, le rapport de force reste tout à fait inégal? En quelques mots, parce qu'on doit rendre malheureusement. Bachar Assad appartient au passé. C'est fini. C'est fini. Mais comment terminer cette histoire? C'est tout. Notre problème, on a fait cela avec une révolution pacifiste. On doit continuer avec cet aspect pacifiste, qui est jusqu'à maintenant pour plus de 85% de la population. Donc, il faut Moins continuer. de 15% sont avec la violence et la militarisation. Donc vous appelez toujours à la poursuite du mouvement, un mouvement Grève pacifiste. générale, Mais c'est peut-être désobéissance facile de... civile, ouais. tous les moyens pour mettre fin à ce régime pacifiquement. Peut-être toujours facile voilà, de parler de mouvement pacifiste quand on est loin finalement peut-être aussi de la réalité, et pas facile peut-être pour ce peuple syrien qui est victime J'appartiens à une bonne majorité qui est pour un aspect pacifiste de la construction démocratique en Syrie. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus sur le plateau de France 24. Et Bernard Valéron suivra en direct sur notre antenne évidemment l'intervention d'Alain Juppé. Ça devrait être aux alentours de 21h heure de Paris. On y reviendra évidemment tout au long de la soirée. Le ministre français des Affaires étrangères donc, qui s'exprime devant le Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Syrie. Très belle soirée, je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat sur France 24.